Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast College Football de The Free Agents. Comme d'habitude, j'accueille Lucas. Salut Lucas. Salut Damien, salut tout le monde. Alors, comme vous avez l'habitude maintenant, on va commencer par les 4 grandes affiches de ce week-end. Et on va prendre la direction de la Big 12 pour un gros choc entre Oklahoma State et Texas. Texas qui sort d'une défaite un petit peu frustrante contre Oklahoma et qui va tenter de se relancer contre Oklahoma State. Est-ce que tu penses que, Lucas, que Texas peut faire tomber Oklahoma State encore invaincu? C'est possible. Après, il faudra une grosse force mentale et plein de ressources. Parce que tu l'as un peu dit, voilà, les Longhorns ils sortent d'une défaite un petit peu crève-cœur face à l'ennemi, face à Oklahoma la semaine dernière. Après, ils rencontrent une équipe d'Oklahoma qui est vraiment intéressante et je vais vraiment avoir un œil sur ce match-là parce que voilà, ils font leur petit chemin tranquillement, très discrètement, très sereinement aussi. Et ils affichent un record de 5-0 après 5 semaines. Euh, ils font tout ce qu'il faut dans leurs moyens, j'ai envie de dire. Ils mettent tout en œuvre pour vraiment proposer le jeu qu'il faut et être juste quand il le faut. Et c'est vraiment intéressant cette équipe des Cowboys. Euh, Ils ont donc, pour résumer un petit peu leur début de saison, ils sortent d'une victoire pas très spectaculaire face à Boise State. Ensuite, ils gagnent face à Kansas State, qui était à l'époque classé 25e, alors que les Cowboys n'étaient même pas dans le classement People. Et enfin, une victoire vraiment coup de poing la semaine dernière face à Baylor, dans un vrai choc de la Big 12, qui a vraiment lancé et installé Oklahoma State dans ce paysage college football en 2021. Voilà, si on peut un petit peu, comment dire, analyser un petit peu leur jeu, je dirais qu'ils sont une attaque portée par une très très bonne ligne offensive qui leur permet de changer de registre et de style d'attaque, si je peux dire ça ainsi, c'est-à-dire que quand leur jeu à la course est un petit peu freiné par la défense, ils sont capables de jouer à la passe, même si c'est forcément un petit peu moins un petit peu moins flashy que, que d'autres attaques. Et bon, à l'inverse, quand l'attaque à la passe est vraiment contenue, ils ont une attaque au sol qui peut vraiment les porter et leur faire gagner ce match-là. Donc c'est un petit peu pour résumer l'attaque. Et défensivement, c'est la ligne défensive qui porte ces escouades. Ils sont capables de dominer la ligne de scrimmage et on sait que c'est très important dans un match de foot de dominer la ligne d'engagement. Donc les Cowboys le font très bien en défense et en attaque. C'est un vrai point fort pour eux. Ouais, c'est clair, tu parlais de cette ligne défensive, c'est vrai qu'on pourrait vraiment le mettre comme le point numéro un de la réussite de cette équipe et surtout quelque chose qu'il faudra suivre contre Texas qui a peut-être un petit peu moins l'habitude de jouer des grosses défenses parce que voilà, quand on regarde le match de la semaine dernière et puis même leur match depuis le début de la saison, c'est plus des gros showdowns offensifs que vraiment des chocs contre des grosses lignes défensives. Donc ça sera un vrai test pour Casey Thompson et la ligne offensive de Texas, qui est quand même lancé pour 388 yards et 5 touchdowns la semaine dernière. Donc il sort quand même d'une grosse prestation, mais voilà, une prestation qui crève-cœur. Hein. On salue évidemment Texas France, qui était chez nous avant, qui écrivait avec nous, qui a dû, je pense, beaucoup souffrir à la fin de ce match. Et, et aussi évidemment le cowboy solitaire Oklahoma State France qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui en avait proposé de venir, mais qui sera là bientôt, je l'espère. Non, mais ça sera un match très intéressant et pour le coup, je pense que Oklahoma State a une vraie occasion là de monter encore plus dans le top 25 parce ils sont 12 si je ne me trompe pas, donc c'est quand même relativement bas pour une équipe qui est invaincue. Et voilà, donc c'est quand même la victoire contre Baylor. On reviendra un petit peu sur Baylor, mais c'est un programme solide, un programme sérieux qui fait un très bon début de saison en plus. Donc c'était vraiment une victoire, je trouve une victoire statement quand même pour eux. Là, contre Texas, contre voilà, un programme aussi médiatisé, aussi en vue, notamment avec sa dernière performance, où on a vu que clairement ils peuvent sans aucun problème aller faire tomber Oklahoma, sauf quand, quand tout commence à aller dans le bon sens pour Oklahoma. Voilà, ce sera vraiment un statement de plus qui leur permettra, je pense, de rentrer dans le top 10 s'ils gagnent. Ouais, c'est ça. Et après, moi, juste, faut pas non plus sous-estimer Texas. Hein. Ils sortent d'un gros match, ils perdent.
voilà, sur quelques détails et surtout, moi, à mon sens, dans la tête, voilà, la pression d'Oklahoma venait, ils ont peut-être pas su réagir. Euh, Après, s'ils prennent pas ce touchdown à la dernière seconde, je pense que notre Mhm. discours il est un petit peu différent et on voit pas Texas de la même manière cette semaine. En tout cas, ce qui est vraiment très positif pour Texas, c'est qu'on a vu dans quelle direction euh, le coaching staff voulait emmener ce programme. C'est vrai, ça va être une attaque très explosive portée par un jeu à la course absolument fantastique et par Bijan Robinson qui est plus que jamais un favori au Heisman Trophy. Voilà, maintenant il va falloir qu'ils tournent vite la page euh, parce que si ils peuvent espérer une revanche hein, face aux Sooners en Big 12 Championship, et ben il faudra absolument plus perdre et gagner tous les matchs importants et cruciaux qui arriveront jusqu'à la fin de notre saison. Ouais, ouais, c'est clair. L'épopée revanche de Texas commence ce week-end c'est vrai qu'avec une victoire contre l'Oklahoma State, ça ferait presque oublier ce qui s'est passé la semaine dernière et ils sont encore largement en course, voilà, comme tu le dis, pour aller prendre cette revanche et je serais très très curieux de voir à quoi ressemblerait cette revanche au vu de ce qui s'est passé pendant ce match qui est parti un petit peu dans tous les sens et qui au final s'est joué, comme tu le dis, à un aspect psychologique plus qu'autre chose. Et ils ont les moyens clairement de faire tomber qui que ce soit. On l'a vu la semaine dernière, et donc ça sera vraiment un match intéressant. On va prendre la direction de la SEC avec un énorme choc ce week-end. Un choc que, en regardant peut-être le calendrier avant le début de saison, on n'aurait certainement pas vu comme un gros choc, puisque Kentucky reçoit Georgia, UGA, toujours invaincu, mais les Wildcats, toujours invaincus également. Euh, ça commence à faire quelques semaines qu'on a lancé ce podcast. On a souvent les matchs de Georgia comme les matchs de la semaine et à chaque fois on se pose la question si leur adversaire qui fait un très bon début de saison avec une bonne défense, avec une équipe équilibrée, avec des arguments peut le faire. Et puis tous les week-ends, Georgia fait une prestation ultra dominante qui laisse aucune chance à ses adversaires. Est-ce que tu crois que c'est ce qui attend ces pauvres Kentucky Wildcats ce week-end également, Lucas? Bah, je sais pas pour toi, mais pour moi, enfin, je vais avoir le même discours que sur le match face à Arkansas. C'est une équipe de Georgia qui est la même et une équipe de Kentucky qui ressemble vraiment à celle d'Arkansas, qui est vraiment surprenante, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là cette année. Et, euh, et ouais, mais pour moi, après, ils font un super début de saison, il n'y a rien à dire. Historiquement, ils sont plus à 6-0 depuis une éternité. J'ai pas l'année exacte, mais ça fait très très longtemps que les Wildcats ne sont plus à 6-0. Euh, Après, je pense qu'encore une fois, voilà, la marche sera un petit peu trop haute euh, pour aller battre Georgia. Euh, Quand on sait que l'attaque de Kentucky, c'est peut-être un petit peu le point faible, le tendon d'Achille de cette équipe, Ouais. euh, c'est peut-être là aussi où la tâche sera vraiment compliquée face à ce front seven de Georgia qui, la quasi-totalité ou une très grosse partie qu'on retrouvera en NFL. En fait, c'est des joueurs qui survolent le college football et qui devront très bien s'adapter à la NFL. Euh, voilà, si Kentucky espère, il y a peut-être ouais, des petits axes, surtout pas de pénalité. Ça me semble évident, mais on a vu comment Arkansas s'est tiré des balles dans le pied tôt dans le match avec des pénalités. Pas de perte de balles, même si la tâche s'annonce vraiment compliquée. Et être vraiment opportuniste sur chaque brèche qui va s'ouvrir à eux. Enfin, après, c'est un match de football, il y a toujours des opportunités, même quand on n'est pas favori. Bien négocier ce match, bien négocier ces petites opportunités, c'est crucial et même essentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après, on parle de la saison 2021 comme quoi elle est peut-être un petit peu identique à celle de 2007. Et ben, il faudrait qu'une équipe réussisse à faire tomber Georgia. Et là, on pourrait commencer à parler d'une saison similaire à celle de 2007 qui avait été un chaos total. Ouais, c'est clair qu'on n'en est pas loin. J'ai repensé ce week-end aussi en regardant les matchs et puis avec tous les upsets, surtout qu'il y a eu peut-être un peu moins ce week-end, mais le week-end précédent, il y avait eu vraiment pas mal d'upsets. C'est vrai que c'est une saison qui est beaucoup moins facile à prédire et beaucoup moins, au final, beaucoup plus intéressante en un sens que celle de 2020, celle de la pandémie, parce qu'on avait vraiment Ohio State, Alabama, Clemson qui était vraiment au-dessus du lot et même Notre Dame quand même et bon, surtout les trois, je pense que même Ohio State, Clemson et Alabama qui écrasaient tout le monde. Il n'y avait vraiment aucune discussion de savoir qui allait être les trois premiers, les trois qualifiés en playoff. Il y avait une grosse discussion pour le quatrième et puis beaucoup de frustration pour la suite parce qu'il y avait des beaux programmes qui avaient fait des choses comme Cincinnati ou Coastal Carolina.
Mais cette année, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus débridé. On a des surprises tous les week-ends. Franchement, si les gens commencent le college football cette année, je pense qu'ils s'ennuient pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il me semble qu'en 2007, le numéro un avait perdu. Enfin, il y avait deux numéros un qui avaient perdu. On a eu Alabama la semaine dernière, Ouais. Georgia, pourquoi pas sur les semaines à venir. Donc, à suivre de très près. Parce que ouais, c'est vrai que cette saison, c'est vraiment le chaos et on a du mal à prédire ce qui va se passer pour la suite. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, Georgia vraiment reste, je trouve quand même. Si on doit penser à un programme, la semaine dernière, on se disait que c'était notre numéro un, et il y a une raison à ça, parce qu'ils sont vraiment d'une solidité vraiment impressionnante. Il n'y a rien qui laisse penser que ça peut s'arrêter, en tout cas pas pour l'instant. On verra évidemment SEC Championship, et peut-être, on sait pas, parce que comme tu dis, c'est une saison chaotique, donc peut-être qu'il y aura une surprise. Mais quand même, ils ont eu quand même des gros matchs jusque-là, et ils ont plus que répondu présent. Vraiment, je trouvais le match contre Arkansas, qu'on attendait comme un match piège en quelque sorte, qui n'a pas du tout été en fait, qui a été un massacre. Et là, ce match contre Kentucky, je le sens pas très bien non plus, parce que les Wildcats ont quand même pas mal de turnover depuis le début de la saison. Ils ont gagné des beaux matchs, hein, c'est sûr, contre Florida, LSU. Voilà, c'est des grosses victoires dans la conférence. Mais je pense aussi je pense au match contre LSU, peut-être un peu moins contre Florida. Mais voilà, c'est des matchs où il y a des hauts, des bas, ils reviennent, ils arrivent à s'arracher, ils vont chercher une victoire un petit peu au courage. Voilà. Et bah, contre UGA, ça sera pas possible en fait. Il y aura pas. Enfin, je vois mal comment le courage pourrait suffire. Et voilà, s'il y a des turnovers, c'est terminé, quoi. C'est ça, et puis il joue aussi à la maison, hein, donc il y aura Ouais. une ambiance vraiment étouffante et très électrique qui va aller vraiment contre Kentucky, voilà, on sait que ça fait beaucoup de bruit et que les false starts, ça arrive très vite, surtout Ouais. chez des jeunes joueurs peu expérimentés. Donc c'est vraiment comment dire, une tâche qui s'annonce vraiment, vraiment compliquée et Kentucky risque de subir sa première défaite de la saison. Ouais, en tout cas, ce sera, je crois, un match vraiment à suivre de très très près. Et comme d'habitude, puisque cette saison, on a bien compris qu'il fallait s'attendre à. On pouvait pas prévoir grand-chose. Euh, on va passer à la troisième rencontre à suivre de ce week-end. Cette rencontre sera à suivre sur l'ESPN Player. Si vous nous suivez maintenant, vous le savez certainement. Mais on va vous le redire en vous abonnant avec le lien qu'on va vous mettre en description. Vous avez moins 40% de réduction sur l'abonnement annuel à l'ESPN Player grâce à notre partenariat avec ESPN. Donc franchement, foncez, parce que vous aurez droit à quasiment tout le college football, à tout le college football, avec énormément de matchs. Il n'y a plus besoin de chercher un streaming ou d'être complètement désespéré avant le match. Là, c'est sur ESPN, de très bonne qualité. Vous aurez aussi tous les documentaires d'ESPN, les matchs de MLB, la NFL, enfin vraiment de quoi passer énormément de temps et avoir énormément de plaisir à regarder ESPN. Voilà, ce match, ça sera Oklahoma contre TCU. Et j'ai une simple petite question pour toi. Est-ce que c'est la fin de Spencer Rattler? Est-ce que c'est ce match-là qui va enterrer définitivement la carrière de Spencer Rattler à Oklahoma? Pour moi, oui. Pour moi, oui. On en avait parlé un petit peu à la suite du match face à Texas. J'avais Ouais. dit un petit peu avec d'humour que Spencer Rattler allait rentrer dans le portail de transfert, mais ça devient presque une évidence en fait, vu le Ouais. passage un petit peu compliqué qu'il a eu ces 2 dernières années. Et là, on avait aussi un Caleb Williams qui, comme un poisson dans l'eau, en fait, a directement. On sent qu'il a l'ADN en fait d'Oklahoma. Dans son jeu, on retrouve un peu de Hurt, de tous ces quarterbacks là qui ont vraiment voilà qui ont l'ADN très explosif, capable de jouer aussi à la passe qu'avec ses jambes et voilà, il y a eu des news comme quoi en entraînement c'était Caleb Williams qui s'entraînait avec la first team avec les starters. Encore une raison de Ouais. plus de penser que voilà, c'est peut-être que Spencer Rattler devra trouver une autre équipe pour l'année prochaine. En tout cas, ça risque d'être compliqué. Et en tout cas, moi, je suis très confiant pour Caleb Williams. Je trouve qu'il a vraiment montré de belles choses. Et rentrer comme ça dans un match de rivalité pour son premier gros tir et gérer autant, ça montre de la force des épaules et du mental du garçon. En fait, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. J'étais vraiment, vraiment subjugué par ce qu'il a fait. Et comme tu dis, voilà, il a un petit peu de ce qui fait la force en général des quarterbacks d'Oklahoma.
C'est vrai que si on pense à voilà, Jalen Hurts, à Kyler Murray, c'est ce genre de quarterback, des gros dual threat, vraiment explosifs, vraiment impressionnant. Et Caleb Williams, il arrive avec une course monumentale de plus de 60 yards pour marquer un touchdown, finit avec deux touchdowns à la passe dans ce gros match, dans le Red River Showdown, dans le match de la saison d'Oklahoma, en tout cas en Big 12, si on fait abstraction de la post-season. Voilà, donc c'est très très solide et bon, voilà, tous les rapports, comme tu dis, indiquent qu'il sera starter. En plus, contre une équipe de TCU qui a encaissé quand même énormément de points. Je pense contre Texas Tech, contre SMU et même contre Texas. Donc, je pense qu'ils vont en encaisser encore pas mal contre Oklahoma, qu'on a vu la semaine dernière, était capable de marquer énormément de points une fois qu'il y avait plus Spencer Rattler derrière le centre. Donc il y a moyen que ce soit une belle occasion pour Caleb Williams de montrer encore ses qualités et de s'offrir un gros match pour booster sa confiance, même si je pense que sa confiance est plutôt bonne après la semaine dernière. Donc ce sera vraiment, vraiment intéressant à suivre. Je pense que si vous voulez suivre le futur de quarterback à Oklahoma, il faudra vraiment regarder ce match. Oui, c'est ça, je pense qu'il a beaucoup de confiance, enfin, sa confiance à lui, entre ses deux oreilles, et voilà. Et il a aussi une énorme confiance dans son coach. On voit sur la sideline durant le match face à Texas, il y a une vraie complicité qui s'est mise en place et on Mhm. voit que voilà, le coach a une totale confiance en Caleb Williams. Euh, ouais, tu l'as dit, TCU, une défense un petit peu porte de saloon ou un petit peu open bar, j'ai envie de dire, surtout à la course. Donc, on a peut-être un gros match à prévoir encore de Kennedy Brooks qui a fait un excellent match lors du Red River Showdown. Il risque encore une fois de transpercer cette défense et de faire beaucoup de mal à TCU. Après, voilà, on fait les éloges aussi des Sooners, mais attention parce que tous les problèmes qu'on avait évoqués juste avant le match de Texas, ils ne se sont pas envolés en une rencontre. Il y a des problèmes qui sont Ouais. selon moi un petit peu profonds, notamment cette défense qui par moment est peut-être un petit peu laxiste, même si j'aime beaucoup leur ligne défensive qui fait un très gros travail. Je trouve que leur secondary est très, comment dire, ouais, laxiste, peut-être un Ouais. petit peu trop, il laisse trop d'espace et peut-être aux équipes de trouver la solution qui fera des gros jeux, etc. Et on sait comment ça se passe par la suite. Euh, donc voilà, juste, si je peux juste remettre voilà, un contexte, c'est faire vraiment attention à ce qu'on soulevait juste avant le match face à Texas. Les Sooners ne sont pas une équipe parfaite et loin de là, ils ont des problèmes qui sont profonds et ils se sont pas enlevés grâce à la victoire face à Texas. Comme j'ai dit, pour Texas, c'est pareil. Sans le touchdown à la fin de Kennedy Brooks dans les toutes dernières secondes, je pense que le discours qu'on a là, il est peut-être un petit peu différent et voilà, c'est aussi à remettre dans le contexte. Ouais, ouais, tu as raison de rappeler ça parce que bon, s'il n'y a pas de ces faits de jeu, et puis bon, voilà, c'est toujours ces matchs de rivalité, voilà, en particulier Red River Showdown ou The Games, enfin, je veux dire, voilà, ce genre de match, il faut presque les isoler en fait du reste de la saison parce que c'est pendant ce genre de match qu'il y a certains joueurs extraordinaires qui sont capables de se transcender, où il y a des scénarios qui sont hors normes, hors du commun, et peut-être que si c'est pas un match de rivalité, peut-être qu'Oklahoma le perd ce match. Et voilà, il y a toujours quelque chose qui dépasse un petit peu mystique, si je puis dire. Et je pense que les fans de college football comprendront de quoi on parle. Et puis ceux qui sont en train de le devenir, je pense, vont comprendre aussi s'ils ont regardé ce match. Parce que voilà, c'est à part. C'est toujours une pause dans la saison. Et voilà, tous ces problèmes, comme tu dis, ils vont ils sont loin d'être disparus. Et je vois pas comment ils pourraient disparaître d'ici la fin de saison. Et donc c'est assez inquiétant pour Oklahoma si en tout cas ils aspirent à aller en playoff, ce qui je pense est le cas pour eux. Je pense qu'ils sont encore très très loin du niveau, notamment à cause de leur défense, pour pouvoir gêner les trois premiers. Et, euh, et donc ça, enfin, même les quatre 5 premiers, c'est vraiment, il n'y a pas de question là-dessus. Et il faut faire attention quand même à cette équipe de TCU qui est globalement un programme solide, une équipe sérieuse. C'est toujours ce genre de programme dont il faut se méfier. Voilà, ils ont encaissé beaucoup de points, donc je les vois mal résister à Oklahoma. Mais bon, Oklahoma a encaissé encore beaucoup de points, donc c'est vrai que ça va être aussi intéressant de voir comment, s'ils arrivent à mettre la main sur le match. S'ils mettent la main offensive sur le match, je pense qu'ils ont assez de force offensive pour pouvoir les dominer. C'est ça. Et pour moi, TCU est capable aussi de très bien courir le ballon et je pense qu'ils vont le faire. Et je pense que leur plan de jeu offensif
va s'appuyer sur ça parce que voilà, attaque à la passe, c'est vraiment compliqué. Mais avec un bon jeu de course, on sait que ça fatigue la défense, ça rallonge le temps des drives et ça met l'attaque de côté. Donc pourquoi pas aussi jouer sur ça et jouer sur un bon jeu de course qui fatiguera la défense et qui mettra aussi l'attaque des Sooners sur le côté. Et voilà, pourquoi pas faire durer le match dans sa longueur sur les 4 quarts-temps et espérer un coup du sort sur le 4e quart-temps parce que voilà, Oklahoma, malgré tout, bah, ils ont quand même du talent un petit peu partout. C'est un très gros programme et malgré les matchs un petit peu compliqués, comme on l'a vu depuis le début de saison, ils arrivent toujours à s'en sortir parce que voilà, il y a le talent qui parle ensuite. Voilà, Oklahoma est à 6-0. Oklahoma mm, a encore beaucoup d'incertitudes, j'ai envie de dire, et n'est pas l'équipe la plus convaincante de cette saison en tout cas. Ouais, c'est clair, surtout pour une équipe qui est du coup qui est 4 au dernier classement. Donc c'est bon, évidemment, la victoire du Red River Showdown les pousse, mais voilà, derrière ça pousse pas mal. Voilà, même si je pense à Ohio State qui revient en force aussi et qui va vouloir essayer de chercher cette place-là. Donc il va falloir des matchs sérieux et ça commence par TCU. On va passer à la 4e affiche de ce week-end, également à suivre sur l'ESPN Player. Ça sera Tennessee contre Ole Miss. On a eu l'occasion souvent de parler de cette équipe d'Ole Miss avec une attaque magnifique, amenée par Matt Corral, le quarterback dont on vous a parlé pour le premier épisode. Cette attaque, on l'a vue la semaine dernière pour le choc contre Arkansas, puisqu'elle a été vraiment, vraiment très impressionnante avec un gros match, avec 52 points et 611 yards en tout contre Arkansas, qui est quand même une des meilleures défenses de la SEC et du pays. Ce sera un match très intéressant, Lucas. Je ne sais pas ce que tu penses de ce match. Je pense que si Tennessee peut faire bouger cette équipe d'Ole Miss, ou si c'est parti maintenant pour le reste de la saison, plus que jamais, avec cette victoire vraiment quand même statement contre Arkansas. Moi, personnellement, je vois un match un petit peu comme le match face à Arkansas avec énormément de points. Parce que voilà, il y a cette attaque des Rebels, on l'a dit, hein, une attaque exceptionnelle. Je crois que c'est la 3e meilleure attaque du pays, euh, portée par un Matt Corral qui, plus que jamais, va mener une bataille hippique avec Bijan Robinson, le running back de Texas. Donc les deux à distance mènent un duel vraiment intéressant. Euh, voilà, il est à plus de 1500 yards, 12 touchdowns, 0 interception, 8 touchdowns à la course. Donc Matt Corral est plus que jamais voilà, le quarterback de cette QV 2022. Il porte son attaque et il est capable de faire de gros matchs face à de grosses défenses. Et on l'a vu face à Arkansas, on l'avait vu face à Alabama malgré la défaite. Il avait fait un match plutôt propre, timide mais sans erreur et voilà, il avait fait un match tout à fait honnête face à une grosse équipe de Alabama. Euh, donc voilà, donc je vois un match avec beaucoup de scoring aussi parce que Tennessee, de l'autre côté, a une excellente attaque, pardon, une attaque qui, personnellement, je la voyais pas à ce niveau-là cette année. Voilà, ils ont un vent frais et un vent de renouveau qui fait avancer leur voile et qui leur fait vraiment prendre de la puissance au fur et à mesure des matchs et ça fait plaisir parce que voilà, c'est un programme qui avait un petit peu galéré ces dernières années et le voir se reconstruire par une attaque explosive avec beaucoup de fun pour les fans, c'est déjà c'est un premier très bon point à soulever parce que les fans aussi c'est quelque chose d'important. Proposer un bon football c'est important dans une année de reconstruction. Euh, ouais, je vois un match vraiment disputé avec deux attaques. L'attaque de Miss est peut-être un petit peu meilleure, mais l'attaque de Tennessee est capable aussi de mettre vraiment beaucoup de points, de faire mal, d'être vraiment tranchant et incisif sur ses drives. Et de l'autre côté, bah, Tennessee a peut-être une meilleure attaque qu'Ole Miss. Ça se joue à rien, mais pour moi, Tennessee a des joueurs qui ont le potentiel de faire des big plays à des moments importants, à des moments cruciaux, et c'est peut-être sur ça aussi qu'il faudra jouer. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses cette rencontre. Pour moi, ça va être vraiment une rencontre très, 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 très importante euh, pour Tennessee qui va pouvoir se relancer dans la SEC, pardon, et Ole Miss en cas de défaite. Ils seront à 1-3, il me semble. Euh, non, à Ouais. 1-2, pardon, en SEC, ce serait vraiment, vraiment Mm. compliqué. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis cette équipe de Tennessee, elle est vraiment montée en puissance au niveau offensif, puisqu'au début de la saison, c'était Joe Milton, le quarterback,
C'est le transfert de Michigan. Voilà, il faut pas faire confiance au quarterback de Michigan. Il a perdu sa place assez rapidement pour Hendon Hooker, qui depuis qu'il est titulaire a vraiment transformé l'attaque de cette équipe de Tennessee, qui est encore plus explosive. Il est à 75% de réussite depuis sa titularisation à la passe, donc c'est vraiment plus que solide. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué, j'étais en train de faire mes petits calculs, ils ont marqué 107 points au cours des 2 derniers matchs, dont 62 points contre Missouri et 45 contre South Carolina. Donc voilà, là vous êtes prévenus, si vous voulez voir des points, il faudra filer vers l'ESPN Player pour voir 2 énormes attaques qui vont se faire face. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Il y a beaucoup à jouer pour les 2 programmes, hein, parce que c'est vraiment un match qui va leur permettre de garder leur place dans la division, et donc ça sera vraiment très intéressant. En plus, Tennessee affronte Ole Miss cette semaine, et puis Alabama la semaine prochaine, et puis après Kentucky, et puis après Georgia. Donc voilà, c'est peut-être la dernière occasion d'aller chercher une grosse victoire qui va leur permettre peut-être d'avoir une bonne participation à un bowl intéressant aussi, parce qu'ils ont une suite de calendrier qui est plus que tendue pour le coup. Ouais, ça risque d'être compliqué. Après, on le sait, voilà, cette conférence, c'est vraiment, comment dire, c'est la jungle. Il y a des ennemis de partout. Il y a des matchs pièges, des équipes qu'on n'attend pas. Donc, c'est vraiment une conférence compliquée. Après, pour moi, là, je vois Tennessee capable de renverser Ole Miss, hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Damien, mais Oui, oui, non, je suis d'accord avec si, toi. pour moi, Tennessee risque de remporter ce match. Ils jouent à la maison. Ils auront le soutien de leur public et ça risque aussi un upset et aussi à prévoir de ce côté-là. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ils ont vraiment une attaque qui est tout à fait capable de faire plier Ole Miss. Et puis, la défense d'Ole Miss n'a pas trop réussi à stopper Arkansas la semaine dernière. Et puis, il n'a pas eu vraiment d'énormes stops. C'est pas vraiment la meilleure défense du college football. Donc, si Tennessee arrive à imposer un gros rythme offensif, je pense qu'il y a moyen peut-être de les faire plier. Ça va se jouer à qui arrivera à tenir le rythme en attaque. Mais c'est clair qu'il va clairement, il y aura encore plus de 50 points, je pense aussi, hein, c'est clair. On va passer, c'est fini pour les quatre grosses affiches de ce week-end. On va passer, comme chaque semaine, on vous propose de découvrir des joueurs en vue de la draft NFL. On avait commencé par les quarterbacks, les running backs ensuite, et on va rester en attaque pour les receveurs. Il y a eu de grosses cuvées de receveurs ces 2 dernières années, je dirais, d'énormes cuvées. Et celle qui nous attend est relativement bonne, je pense peut-être un petit peu moins impressionnante que celle des 2 années précédentes. Mais on vous a sélectionné 3 gros joueurs qu'il va falloir suivre en vue de la draft NFL. Je vais commencer avec les 2 joueurs qui, je pense, sont les 2 énormes noms de cette prochaine draft. Ces 2 joueurs, ils sont chez les Ohio State Buckeyes. Et c'est Chris Olave et Garrett Wilson, qui sont 2 excellents receveurs. Chris Olave, c'était vraiment le coéquipier numéro 1 de Justin Fields à Ohio State. Je pense que les 2 joueurs se sont mis en valeur mutuellement pendant leurs années. Et vraiment, c'était quand il y avait un gros touchdown de Justin Fields, on savait que c'était en général Olave derrière qui faisait la réception. Et Garrett Wilson est monté aussi en puissance vraiment la saison dernière. C'est un joueur très explosif. Chris Olave est revenu cette saison pour essayer un petit peu peut-être de faire ce qu'a réussi à faire Devonta Smith la saison dernière, c'est-à-dire de se placer comme le receveur numéro 1 du college football. Ça a été peut-être un petit peu dur avec le début de saison un petit peu moyen des Buckeyes. Lucas, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Chris Olave et tu penses qu'il est sur la bonne voie pour réussir son objectif d'être le receveur numéro 1 sélectionné à la draft? Oui, donc du coup, Chris Olave, c'est vraiment un receveur que j'ai pris vraiment mon pied à le voir évoluer avec Justin Fields l'année dernière. Cette année, il fait pour moi un très bon travail, malgré le fait qu'il soit associé à un quarterback freshman et qu'il ait eu un petit peu de mal sur ce début de saison. Voilà, donc pour le petit côté stats, en 2020, c'est 50 réceptions, 729 yards et 7 touchdowns. Donc cette année, en beaucoup moins de matchs évidemment, c'est 30 réceptions, 494 yards et déjà 7 touchdowns. Donc, autant de touchdowns que l'an passé. Donc c'est vraiment, vraiment et c'est un receveur que vraiment j'aime beaucoup évoluer. Sur le terrain, on a l'impression qu'il est un petit peu
un petit peu petit, mais pas du tout. Il fait quand même 1m85 kg. C'est peut-être là aussi le point faible. Il est peut-être un petit peu léger, mais dans son style de jeu, on lui demande pas non plus d'être très lourd. Et je pense que son physique très léger lui permet aussi d'avoir cette rapidité et cette, euh, cette rapidité et cette explosivité, pardon, qui voilà, permet de se distinguer des autres receveurs. Donc, pour ses points forts, je dirais qu'il a un route running incroyable. Il court ses routes vraiment très bien. On voit qu'il travaille vraiment sur ça et qui crée beaucoup de séparation au moment de sécurité. Et c'est vraiment fatal pour les défenseurs qui sont sur lui. Ses yards après réception, fantastique. Je crois que c'est peut-être le meilleur joueur Ouais. qui est capable d'engranger des yards après sa réception. Il fait un travail fantastique et toujours voilà, son petit centre de gravité et son explosivité, ça l'aide beaucoup à ça. Sa rapidité, voilà, je l'ai dit, ses mains fiables, très peu de drop. Quand le ballon est lancé dans sa direction, en général, il arrive à se débrouiller pour faire cette réception. Et en cette expérience, voilà, il est revenu une année de plus. C'est un senior, il a eu beaucoup de starts. Et je pense que ça aide aussi. Ça aide dans son QI football, ça aide dans ses lectures de couverture, etc. Il a connu beaucoup de défense. Il a déjà joué dans des gros matchs en playoff, en finale de college football, etc. C'est important. Et enfin, juste pour ses points faibles, je dirais c'est catch dans le trafic. Donc quand on doit rentrer dans la boîte au niveau des linebackers, pour vous situer un petit peu, voilà, je pense que c'est un point faible, mais après c'est aussi à nuancer parce que c'est pas une zone à laquelle on a vraiment besoin de lui. On va vraiment chercher qu'il étend le terrain par sa vitesse. Et, euh, et je pense pas que ça pose vraiment de problème pour le niveau supérieur qu'est la NFL. Ouais, ouais, c'est clair, je suis d'accord. Cette saison encore plus, j'ai l'impression que la saison précédente, il utilise énormément les yards after catch et on le voit vraiment courir. Et en particulier au début de saison, c'était un peu difficile pour Ohio State, où on sentait qu'il n'y avait pas énormément d'opportunités avec CJ Stroud qui était encore en train de se chercher. C'était souvent lui qui allait chercher les touchdowns après un catch et c'était assez impressionnant à voir en général. Et il l'a fait encore ce week-end, le week-end dernier contre Maryland. Contre Maryland, il a fait un catch en trafic absolument énorme en end zone en quatrième tentative là sur une passe monumentale de CJ Stroud. C'était vraiment très impressionnant pour le coup. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être voilà, un profil un peu différent, pas non plus monstrueux physiquement, mais très rapide. En général, les touchdowns de Chris Olave, voilà, il est un peu tout seul parce qu'il crée tellement de distance avec son cut qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour le coup, avec la montée en puissance de CJ Stroud, je pense qu'il y a moyen qu'on ait aussi une montée en puissance de Chris Olave, même s'il fait un excellent début de saison et c'est franchement la valeur sûre des Buckeyes cette saison. On va le voir encore plus parce qu'en plus Stroud passe énormément vu que c'est un pro style et que Ohio State fait beaucoup plus de passes que d'habitude. Donc ça sera vraiment très intéressant à suivre. C'était vraiment le coéquipier numéro un de Justin Fields à Ohio State. Quand la semaine dernière on parlait de CJ Verdell et de Justin Herbert à Oregon, voilà, c'était vraiment, je pense, c'était le duo d'Ohio State en tout cas à la réception et avec Justin Fields et il s'est vraiment adapté très très vite et très très bien à CJ Stroud, peut-être même encore plus vite que le pauvre CJ Stroud, ce qui est normal vu que c'est un freshman et que Olave est un joueur expérimenté. Et c'est aussi quelque chose, je pense, que les équipes NFL devraient regarder parce que ça montre que c'est un joueur qui s'adapte très vite et très bien et qui a un impact, même si le schéma offensif change, puisque Ohio State ne joue plus du tout de la même façon que le jouait avec Justin Fields, J.K. Dobbins et Trey Sermon. Olave continue d'utiliser ses qualités pour avoir un impact énorme dans cette attaque de Ohio State. On va passer à l'autre receveur dont on voulait parler. Lucas, je sais que tu tenais beaucoup à aborder ce receveur, le receveur d'Arkansas, Traylon Burks. Je te laisse la parole. Très long, exactement. C'est un receveur qui m'épate encore plus cette année. Un receveur voilà, vraiment à l'opposé de Chris Olave. C'est 1m91 pour 105 kg. 105 kg, c'est une montagne de muscles. Voilà, il serait capable de jouer à limite tight end. C'est vraiment un receveur qui joue aussi beaucoup sur son physique, sur sa puissance. Voilà, je trouve très impressionnant.
En fait, on peut lui demander de courir à peu près tous les tracés. Il est capable des tracés profonds, intermédiaires, courts. On a l'impression qu'il est à l'aise avec tous les tracés et qu'il répond toujours à ce qu'on lui demande de faire. Donc voilà, c'est un receveur qui est très physique, capable de courir à peu près tous les tracés, et c'est vraiment important pour le niveau supérieur. Euh, Grâce aussi à son physique, il est capable d'avoir beaucoup de catchs contestés, des catchs 50-50, j'ai envie de dire, où il y a un receveur qui a pardon, un cornerback qui couvre très bien. Il est capable de réaliser la réception. Euh, voilà, donc réception difficile, etc. Il est vraiment à l'aise là-dessus. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer à la fois dans le slot, donc grâce à son très bon gabarit qui se rapproche un petit peu de celui de tight end, donc une cible proche pour le quarterback, mais également aussi sur les extérieurs, donc vraiment un wide receiver écarté, et il répond vraiment. Il a l'impression qu'il est à l'aise vraiment dans les deux options, et c'est aussi cette flexibilité qui en fait vraiment un point fort pour lui. Juste le petit point négatif, je dirais qu'un petit peu de manque de vitesse, on peut pas lui en voir. Voilà, quand on a ces mensurations-là, 1m91, 105 kg, on peut pas non plus courir aussi vite que de plus petits receveurs. Mais je pense que pour le niveau supérieur, ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque de le limiter un petit peu. On le voit quelquefois, après la réception, il va en grand yard et peut-être un petit peu juste pour aller jusqu'au touchdown. Mais voilà, c'est peut-être juste le manque de vitesse, ça peut se travailler, et je pense qu'il va très bien travailler avant la draft, avant le combine, etc. Et c'est vraiment un receveur à suivre. Pour le petit point stat toujours, en 2020, c'était 51 réceptions, donc 820 yards pour 7 touchdowns. Cette année, c'est 30 réceptions, donc on est à peu près à mi-saison. Donc on est un petit peu sur des mêmes bases au niveau de la réception, peut-être un peu plus que l'an passé. Donc c'est 29 réceptions, 519 yards déjà et 3 touchdowns. Donc un petit peu moins, et on sait que voilà, il y a eu un match compliqué face à Georgia, etc. Donc c'est aussi ce qui montre aussi peut-être un petit peu des stats un petit peu en dessous de ce qu'on a connu l'an passé. Ouais, je regardais un petit peu Pro Football Network pour préparer sur Burks. C'est incroyable. Ses gants sont faits sur mesure parce qu'il fait du 5XL, tellement ses mains sont grandes. Voilà, donc ça en dit un petit peu, voilà, un petit peu long sur le monstre physique qu'est C'est un peu ce jeune garçon. le Kawhi Leonard du football. C'est clair. 5XL, voilà, c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi Et voilà, oh, je te dis, il a des mains très ouais, sûres, et quand le ballon ouais, vient à lui, ouais, voilà, c'est compliqué de rater le ballon ou même de ne pas l'avoir. Et dans les réceptions 50-50 contestées, c'est aussi la taille des mains, la taille des bras et la puissance qui fait la différence. Et dans ces réceptions en red zone, par exemple, il peut être vraiment fatal et une arme vraiment sûre pour un quarterback. ouais, c'est clair. Et c'est vrai que malgré un manque de vitesse, ça sera quand même un argument à faire valoir à un NFL, notamment aussi parce que avec son physique, il peut très bien bloquer. Et ça sera aussi quelque chose d'intéressant à voir dans une attaque NFL, un joueur polyvalent comme ça, un receveur qui est capable de faire de bons blocs, qui peut être aligné en wide receiver, même en tight end. Je pense qu'il y a beaucoup de franchises qui auraient besoin de profil polyvalent. Et ça promet quand même un draft stock intéressant pour lui. À noter que Arkansas n'a pas eu de receveur qui s'est fait sélectionner à la draft NFL depuis 2013. Donc voilà, je pense qu'a priori, il devrait mettre fin à cette série négative pour les pauvres Razorbacks, en tout cas. On va passer à l'upset potentiel de cette semaine. Euh, je rigole parce qu'avec Lucas, on vous a proposé un certain nombre d'upsets potentiels depuis le début du podcast, mais on n'a aucun qui s'est réalisé depuis le début de la semaine. On avait un peu d'espoir la semaine dernière, mais ça n'a pas marché. Donc On, voilà. on passe toujours à peu de choses, et Ouais. finalement, ouais. À part l'upset que j'avais rajouté, qui n'était pas pour le premier podcast, j'avais dit je voyais bien Maryland peut-être essayer de faire un upset contre Iowa. C'était pas du tout un truc qu'on avait préparé. On s'était pas du tout concerté sur ça, et au final, Maryland s'est fait malheureusement détruire par Iowa. Il y a eu 6 interceptions. Enfin bref, un truc catastrophique. Donc note à moi-même, te consulter avant de proposer des upsets. Mais alors l'upset de cette semaine qu'on va vous proposer, c'est BYU Baylor. On pourrait nous dire qu'on a peut-être une semaine de retard sur l'upset, puisque BYU s'est fait upset la semaine dernière contre Boise State.
Mais il y a encore moyen que cette équipe de BYU, qui avait pourtant fait un début de saison très solide, s'écroule un petit peu contre cette équipe de Baylor qui est encore très très bien placée en Big 12 avec un très bon bilan. Et on en parlait un petit peu plus tôt, une équipe très solide, très complète, qui va poser, je pense, un gros problème à BYU. Ouais, c'est deux équipes qui viennent de perdre, donc qui sortent de défaite. Ouais. Euh, Baylor va recevoir ce match et c'est peut-être aussi là où la différence peut se faire, c'est que l'avantage du terrain en college football, c'est toujours quelque chose d'important. Avec ces ambiances, on sait que ça peut faire pencher la balance, évidemment. BYU vient de laisser filer un match. Voilà, ils auraient dû gagner ce match, les Cougars. C'est un match vraiment. Ils ont perdu le match tout seul avec beaucoup de turnovers et ça a surpris vraiment beaucoup de monde cette défaite parce que voilà, Boise State a vraiment du mal depuis le début de saison et les voir remporter ce match face à BYU, ça en a surpris plus d'un. Euh, voilà, ils sont toujours classés 19e, mais ils se déplacent à Baylor qui, eux, vont les attendre de pied ferme avec le couteau entre les dents, si je puis dire, qui ont envie de se relancer après cette défaite face à Oklahoma State, qui vient un petit peu, pas gâcher leurs espoirs parce qu'ils font une très bonne saison, mais qui vient un petit peu ternir leur début de saison parce que juste avant ce match-là, on en faisait les éloges et voilà, on voyait Baylor comme vraiment le programme un petit peu en vogue, j'ai envie de dire, qui vraiment travaille très bien et qui travaille dans la continuité, avec toujours cette très bonne défense. Moi, je pense que si les Bears sont capables de créer un ou deux turnovers face à BYU, ce qui est tout à fait dans leur corde, et qui sont capables de bien courir avec le ballon, comme, euh, comme je l'ai dit, ça va permettre aussi à BYU, avec cette très bonne attaque à la passe, d'être sur le côté et d'être impuissante face à Baylor. Je pense qu'ils sont en position pour gagner et d'autant plus à la maison. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, Ouais, il y a vraiment ouais, quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. ouais. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Si le match était à Provo et pas à Waco, on aurait peut-être un discours différent, parce que quand même, cette équipe de BYU, elle a vraiment montré des choses très solides depuis le début de la saison. Voilà, il y a 4 turnovers contre Boise State. Au final, c'est un match, vraiment, enfin, quand je l'ai pas regardé en direct, mais je suivais le résultat. J'étais vraiment tellement étonné de ce qui se passait. Pour moi, je voyais pas du tout les raisons qui pourraient faire que BYU allait perdre ce match contre Boise State. Donc c'était vraiment une énorme surprise. Je crois pas que BYU va faire une aussi mauvaise performance contre Baylor. Quoique, puisque voilà, cette équipe de Baylor est très solide. Et pour BYU, c'est difficile parce qu'ils ont commencé un peu à s'effondrer dans le top 25. Avec une autre défaite là contre Baylor, ça serait vraiment le dernier clou pour fermer le cercueil, comme on dit en anglais. Mais voilà, ce serait vraiment la fin, un peu la fin du monde pour eux, parce qu'ils diraient adieu. Bon, de toute façon, les playoffs, voilà, c'est fini. Enfin, il n'y a aucune raison de. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer à ce niveau-là. Mais voilà, peut-être un bon bol, ça aurait été voilà, un bol compétitif, ça aurait été possible pour cette équipe de BYU. Et s'ils commencent vraiment à s'écrouler, ça va vraiment gâcher cette saison. Et je suis vraiment d'accord sur le fait que Baylor peut créer la surprise. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une surprise au vu quand même de la bonne saison de Baylor? Je tiens quand même à souligner, les Bears sortent d'une victoire en National Championship de basket, en basketball universitaire. Ils font un très très bon travail cette année. Et ça montre quand même qu'il y a peut-être un gros retour en force de ce programme qui fait très belles choses. Comme tu l'as dit, on a mis en place une très bonne équipe, très solide, très sérieuse, qui marche très bien. Et avec ce qui s'est passé la saison passée en basket, et ce qui se passe cette année en college football, je suis vraiment très impressionné par ce programme et très content par ce qu'ils font. C'est clair, c'est clair. Moi, j'aime cette équipe de Baylor. J'aimerais bien la revoir, revenir au niveau auquel on l'a connue quelques années auparavant. Ils Ouais. en sont capables. Ils travaillent très bien. Ils travaillent, voilà, avec leurs armes et en interne, je trouve que ça se travaille très bien. Il y a de la continuité en fait d'une année à l'autre et je trouve que c'est l'essentiel pour espérer redresser le niveau et reconstruire voilà d'une bonne façon et d'une façon stable. Donc ouais, pour moi ils peuvent gagner et selon aussi ESPN, je vous avais sorti la stat la semaine dernière. Donc ESPN sur leur site, on peut trouver un pourcentage de probabilité de victoire. Et ben Baylor, malgré le fait qu'ils ne soient pas classés et qui joue face à BYU 19e au classement People, et ben ils ont 73% de chances de gagner selon ESPN contre seulement 26 pour BYU. Donc ça montre encore qu'il y a vraiment la porte ouverte pour Baylor et que BYU va devoir être très très vigilant s'ils veulent pas
pour moi, il sortirait clairement du top 25 et il dirait adieu à un bowl majeur en fin de saison. Ouais, c'est clair. Et pour le coup, Baylor a une grosse opportunité là d'y entrer. Et je pense que ça va être le cas. En tout cas, on va voir si pour l'instant, le college football nous bat logiquement cette année, puisque de toute façon, on n'arrive rien à prédire avec cette année complètement folle, vu qu'on est à 0-2 pour l'instant. On va voir si on va revenir sur le college football ce week-end, Lucas, avec notre prédiction. J'ai foi aux Bears de Baylor. Je crois en eux. Pour moi, c'est la bonne. Pour moi, Ouais. on le tient C'est notre bon. upset. C'est bon. Alors voilà, quand vous écouterez ce podcast, vous essayerez de penser à nous samedi, et puis voilà, en espérant que vous moquiez pas trop si on se trompe encore une fois. C'est tout pour les matchs de cette semaine, pour les upsets, pour les joueurs à suivre, pour le podcast College Football de The Free Agent. Je vous rappelle qu'il y aura 2 affiches à suivre College Football sur beIN Sport. On aura les Gators Florida qui vont aller affronter LSU à 18h sur beIN Sport Max 7. Et Alabama contre Mississippi State à 1h du matin sur beIN Sport Max 7. Donc 2 grosses affiches de SEC à suivre sur beIN. Évidemment, toujours, n'oubliez pas que vous pouvez suivre tout le college football et puis aussi maintenant avec les playoffs MLB, beaucoup de contenu des playoffs MLB, de la NFL, des contenus originaux, des documentaires sur l'ESPN Player, avec notre partenaire ESPN. Voilà, on vous met le lien dans la description puisque vous avez 40% de réduction en cliquant sur ce lien, en vous abonnant via ce lien grâce à notre partenariat. Merci Lucas pour cette émission College Football. Merci pour tes interventions. Merci à toi, c'était vraiment sympa. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte The Free Agent, puis sur nos comptes personnels. À vous abonner aussi au podcast, comme ça vous manquerez jamais un épisode, à regarder les lives de The Free Agent, puisque nous proposons maintenant plusieurs lives par semaine, 3 lives par semaine en NFL, le tailgate, le cross-check en NHL avec le retour de la saison NHL, et puis Step Back, l'émission NBA, avec notamment il n'y a pas longtemps une interview de Rémi Reverchon, le journaliste beIN, qui a sorti un livre qui a l'air absolument passionnant sur la NBA et les États-Unis. On se dit à très bientôt, à très vite pour un nouveau podcast College Football sur The Free Agent. Salut!